La parole est à Madame Agnès Buzyn, ministre des Solidarités et de la Santé. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les ministres, Madame la Présidente de la Commission spéciale, Mesdames et Messieurs les rapporteurs, Mesdames et Messieurs les députés. Dans les échanges qui animent cet hémicycle, semaine après semaine, les sujets que nous évoquons sont très variés. Ils intéressent toujours le quotidien des Français, fût-ce de manière indirecte. Mais parmi eux, les projets de loi bioéthique occupent une place à part. Ils touchent au plus profond de l'intimité des Français, la famille, l'enfance, la maladie et tout ce qui compose une vie, dans ses joies, dans ses peines ou dans ses espoirs. Ils sont un moment de réflexion profonde, non pas sur des problèmes à résoudre ou sur des défis à relever, mais bien sur la société dans laquelle nous voulons vivre et la société que nous voulons proposer aux générations futures. La France a cette chance, j'oserais dire ce privilège, de prendre rendez-vous à intervalles réguliers avec les grandes questions de notre temps et avec les enjeux singuliers d'une époque, mais aussi de prendre rendez-vous avec le champ des possibles ouvert par la science. Peu de pays mènent cette réflexion parce qu'elle requiert à la fois une démocratie vivante, une capacité à déployer des techniques médicales de pointe et une volonté collective de défendre une certaine vision de la liberté, de l'humanité et de la solidarité. Dans cet hémicycle, vous serez dans les semaines à venir cette conscience qui doit délimiter, ordonner et définir les nouveaux progrès sans rien céder sur les grands principes. Ces grands principes sont au cœur du projet de loi, solides et intangible. La dignité de la personne humaine, l'autonomie de chacun et la solidarité de tous. Ces grands principes, ce ne sont pas des verrous, ce sont des balises qui nous guident et qui nous protègent. Ces choix reflèteront nécessairement un certain état de la science, de la société, des mentalités et évidemment de l'éthique. Ces choix sont ceux de la confrontation entre le possible et le souhaitable, entre des parcours individuels parfois douloureux et des conséquences collectives acceptables. Ces choix, nous les ferons ensemble parce que c'est au Parlement et nulle part ailleurs qu'ils doivent être faits. Les thèmes que nous allons aborder sont exigeants, ils sont passionnants et ils s'accommodent mal des raccourcis et des caricatures. Le projet de loi que je vous présente ce soir, aux côtés de Nicole Belloubet, de Frédérique Vidal et d'Adrien Taquet, a été largement nourri de vos travaux au sein de l'Office parlementaire d'évaluation des choix technologiques et scientifiques et par le rapport de la mission d'information de l'Assemblée nationale. Le ministère des Solidarités et de la Santé, le ministère de la Justice et le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation ont également organisé, avant l'écriture de la loi, à la demande du Premier ministre, une série de séminaires pour présenter de façon neutre et approfondie à l'ensemble des parlementaires qui le souhaitaient les questions mises au débat. Le projet de loi a aussi été, jusqu'à la semaine dernière, enrichi par la commission spéciale, dont je tiens à saluer la qualité des travaux, de Mesdames et Messieurs les rapporteurs, de l'ensemble de ses membres et bien sûr de sa présidente. Les échanges ont été de très grande qualité et nous ont été sincèrement précieux. Ce long cheminement qui va se poursuivre avec les débats qui s'ouvrent aujourd'hui n'a rien d'anodin. Il était et il reste nécessaire. La méthode retenue depuis plusieurs mois a été, je crois, à la hauteur de l'enjeu, c'est-à-dire à la hauteur de ce que nous sommes, ni plus ni moins, des hommes et des femmes avec leur histoire personnelle, leur sensibilité et leur sens du bien commun, devant des choix qui vont structurer la société française de demain. Pour saisir clairement et distinctement des sujets qui seront
bien souvent d'une redoutable complexité, nous avons donc privilégié l'échange à l'affrontement. Par ce travail préparatoire, où l'humilité s'est imposée à tous, j'ai acquis une certitude. Cette certitude, c'est qu'il n'y a pas d'un côté des tenants de l'ordre moral qui seraient les partisans rétrogrades d'une société figée, et de l'autre des aventuriers imprudents ou des apprentis sorciers nous menant tout droit à la dystopie. Ce que j'ai vu et ce que j'ai entendu, ce sont des histoires de vie empêchées, parfois même dramatiques. Ce sont des malades ou des familles en quête de réponses et en quête de solutions. Ce sont des doutes, ce sont des interrogations et surtout une quête d'équilibre entre les attentes légitimes de la société et la nécessité de leur donner un cadre solide et des limites claires. C'est dans ce même esprit que nous allons avancer dès aujourd'hui pour adapter notre droit, non pas à une société post-moderne, tantôt espérée, tantôt redoutée, souvent même fantasmée, mais à la société telle qu'elle est, ici et maintenant, et surtout aux Français, tels qu'ils sont ici et maintenant, dans leur très grande diversité. Accéder à des techniques médicales et accorder de nouveaux droits, ce n'est pas déréguler. C'est au contraire permettre à la République de tenir compte des avancées scientifiques et médicales et de s'adapter à la vie des Français. J'aurai l'occasion de revenir devant vous à plusieurs reprises pour présenter certaines dispositions du projet de loi. Je souhaiterais cet après-midi évoquer tout particulièrement l'ouverture de la procréation médicalement assistée à toutes les femmes et aux femmes seules. Et je veux couper court à une idée fausse. Il n'y a pas, il n'y a jamais eu et il n'y aura jamais de droit à l'enfant. Parler de droit à l'enfant, c'est insinuer que l'enfant serait dorénavant à la merci de toutes les fantaisies, qu'il serait le simple produit d'un caprice. Dire cela, c'est dénigrer le projet parental. Les familles monoparentales et homoparentales existent déjà. C'est un fait. Et il serait aussi hypocrite de ne pas le voir que de persister à ne pas les reconnaître. Ces familles sont issues de projets souvent très longs, avec des enfants qui sont ardemment désirés et des parents, nul ne s'en étonnera, qui sont des parents, tout simplement. Reconnaître la famille dans ce qu'elle a de divers, de pluriel et de riche, c'est ce que je vous propose. J'ai à l'esprit les mots d'une voix qui nous a quittés le 1er juin dernier, une voix exigeante et espiègle. Cette voix, c'est celle de Michel Serres qui disait « Nous ne sommes parents, vous ne serez jamais parents, père et mère, que si vous dites à votre enfant « Je t'ai choisi, je t'adopte car je t'aime, c'est toi que j'ai voulu ». Et réciproquement, l'enfant choisit aussi ses parents parce qu'il les aime. Le critère qui définit une famille, c'est l'amour qui unit un parent et son enfant. Et si la famille est un point de repère, elle est d'abord et avant tout une histoire et un parcours qu'il importe à chacun de connaître et de comprendre. Ce n'est pas le rôle de l'État d'organiser les secrets de famille dans l'établissement des modes de filiation. Qui peut soutenir que les non-dits familiaux ont été et seront un gage de paix et de sérénité? C'est le sens de l'histoire de rendre à l'enfant ses droits. C'est toute la question de l'accès aux origines et c'est ce que nous devons aux enfants issus d'une PMA avec un tiers d'honneur. Connaître ses origines, c'est trouver la réponse à une question légitime, peut-être la plus légitime de toutes les questions qu'un être humain puisse se poser. D'où est-ce que je viens ? Notre conviction aujourd'hui, c'est qu'il faut sortir de la dissimulation, c'est qu'il faut rompre avec une logique du secret qui abîme bien plus qu'elle ne protège. Même si ça n'est pas toujours simple, la famille est désormais un lieu où l'on peut, où l'on doit même se dire les choses. Nous savons que l'anonymat du donneur a bien souvent pour corollaire le silence des parents et les questions sans réponse de l'enfant. Permettre à l'enfant d'accéder à sa majorité à des informations relatives au donneur, c'est lui permettre non pas de traquer
un individu, non pas d'ouvrir un conflit, mais bien au contraire, de se construire comme individu et de se pacifier avec son histoire et donc avec lui-même. L'identité, c'est avant tout un récit, c'est une narration, c'est une histoire que l'on raconte aux autres et que l'on murmure à soi-même. Et cette histoire a toujours une genèse à laquelle on ne peut arracher ceux qui la vivent et ceux qui l'écrivent. Un donneur n'est pas un parent, ça n'est pas sa vocation, ça n'est pas le sens de son geste, mais il est une pièce de son identité que l'on ne peut dérober à l'enfant. Il est un chaînon qui ne doit pas manquer à l'appel d'une existence. Donner accès aux origines dans cette loi, c'est aussi sortir le don du secret, pour le reconnaître dans ce qu'il a de profondément humain, altruiste et solidaire. Ce faisant, nous n'affirmerons qu'une seule chose, la force des institutions qui encadrent et qui protègent chacun. Nous ne ferons qu'un seul choix, celui de la responsabilité individuelle et collective. La force des institutions et l'esprit de responsabilité devront aussi guider les choix que nous ferons dans des domaines aussi complexes que variés. Je pense à l'autoconservation des gamètes pour les femmes comme pour les hommes. Je pense aussi à l'amélioration de la qualité et de la sécurité des pratiques dans le domaine des dons d'organes ou pour les missions des conseillers en génétique. Je pense enfin au développement, dans le respect de nos valeurs éthiques, de la médecine génomique dans le cadre du soin ou de la recherche. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, je vous ai dit il y a quelques instants que le projet de loi bioéthique était une chance et même un privilège pour notre pays. J'en suis d'autant plus convaincue alors que des droits arrachés de haute lutte au XXe siècle sont aujourd'hui menacés et bafoués dans des pays où ils semblaient définitivement acquis. J'en suis d'autant plus convaincue que des marchés se développent de manière massive et anarchique dans des domaines qui touchent au vivant. Sur ces questions, comme sur tant d'autres, la France est regardée, la voix de la France est écoutée. Et je le dis à tous ceux qui se complaisent dans un certain confort mélancolique d'une grandeur supposée perdue. La France n'en a pas fini avec sa vocation universelle qu'elle porte depuis 2 siècles et 3 décennies. C'est cette recherche d'équilibre et ce projet collectif qui nous réunit aujourd'hui. Je vous remercie. Merci, Madame la Ministre. La parole est à Madame Nicole Belloubet, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Monsieur le Président, Madame la Présidente de la Commission spéciale, Mesdames et Messieurs les rapporteurs, Mesdames les députées, Messieurs les députés, je suis très heureuse aujourd'hui de vous présenter, aux côtés d'Agnès Buzyn, de Frédérique Vidal et d'Adrien Taquet, ce texte, cette loi bioéthique, qui est à la fois un texte essentiel et sensible par les implications éthiques qu'il emporte. Je voudrais tout d'abord rappeler, pour ma part, que le projet de loi dont nous allons débattre à partir de maintenant, ce projet de loi n'est pas une réforme de la filiation. Cette loi n'est ni une loi sur la filiation, ni une loi de refonte du Code civil. C'est une loi, Madame la ministre Buzyn l'a rappelé, c'est une loi de bioéthique. Le droit civil apparaît cependant à plusieurs reprises au détour de ce texte et donc au détour de nos débats, soit par l'affirmation de principes forts. Il me semble en effet important de rappeler que l'article 7 du projet de loi renforce l'exercice de la citoyenneté des personnes protégées en leur permettant de donner leur consentement au don d'organes. Il tire ainsi pour partie les conséquences de la loi du 23 mars 2019 de réforme de la justice que vous avez votée et par laquelle vous avez garanti aux majeurs sous tutelle les conditions d'un exercice autonome de leurs droits fondamentaux.
Le droit civil est également présent parfois à l'appui d'un raisonnement ou d'un choix. Au-delà des raisons éthiques, forcément premières, la grande complexité juridique résultant du traitement des successions est venue à l'appui de la décision de ne pas inscrire la PMA post-mortem dans le projet de loi. Le droit civil est enfin présent pour conforter des droits nouveaux. Le texte offre un droit nouveau aux femmes, qu'elles vivent ou non en couple, celui de recourir à l'assistance médicale à la procréation et à être reconnues pleinement mères de l'enfant à naître. Le projet proposé tire dès lors, en droit civil, les conséquences absolument indispensables, mais strictement nécessaires, du mode d'établissement de la filiation pour ces enfants nés de couples de femmes. Ce texte, tel que nous allons le débattre, il repose, je le crois, sur une volonté partagée, sur des principes affirmés et des propositions équilibrées. La volonté partagée, tout d'abord. L'article 4 du projet de loi tire les conséquences, au regard de nos règles de filiation, de ce nouveau droit, je le disais à l'instant, qu'est l'ouverture de l'AMP aux couples de femmes et aux femmes seules. Il prévoit que les futures mères, comme les couples hétérosexuels, consentiront ensemble, devant notaire, à la PMA et reconnaîtront au même moment qu'elles entendent toutes les deux être mères de l'enfant à naître sur un strict pied d'égalité. Il suffira de remettre cette reconnaissance anticipée avec le certificat d'accouchement à l'officier d'état civil lors de la naissance pour que la filiation de l'enfant puisse être effectivement établie au moment de la naissance. Ce dispositif a connu une évolution importante en commission, après un travail important, approfondi, que le gouvernement a mené avec votre rapporteure, Madame la députée Coralie Dubost, que je remercie, ainsi qu'avec de nombreux autres parlementaires. Parmi eux, et sur ce point, je tiens particulièrement à saluer Aurore Berger et Guillaume Chiche. Le gouvernement a été très attentif aux travaux de la commission spéciale. Les auditions ont montré que le mécanisme proposé initialement dans le projet de loi pouvait être sensiblement amélioré pour être mieux accepté. C'est donc à cette tâche que nous nous sommes attelés dans un travail de co-construction assez inédit, puisque ce sont finalement deux amendements identiques, l'un du gouvernement et l'autre de la rapporteure, qui ont été présentés et adoptés par la commission. Deux amendements qui ont donc traduit ce travail en commun et qui ont illustré, je crois, une belle manière d'avancer ensemble. Par cet article 4, ainsi rédigé, nous tirons donc simplement les conséquences en termes d'établissement de la filiation du nouveau droit offert aux femmes, celui de l'accès à l'AMP. Une volonté partagée donc, mais également des principes clairement affirmés. Sur quels principes le gouvernement s'est-il fondé pour organiser ce nouveau mode de filiation ? Il y a 5 principes qui peuvent être énoncés et retenus. Tout d'abord, l'égalité absolue des enfants, quel que soit leur mode de conception et le mode d'établissement de leur filiation. C'est une évidence, mais il est toujours bon de le rappeler, et d'ailleurs, c'est une mention nouvelle dans le Code civil qui le précisera clairement. Deuxième principe, la sécurité juridique pour les enfants et pour les mères qui s'engagent dans ce projet commun, dès avant même la conception. Troisième principe qui nous a guidés, la simplicité des procédures. Pas de tracasseries ou de procédures inutilement compliquées. Nous avons souhaité faire des choses simples mais sécures. Quatrième principe, la prise en compte de la réalité. On ne peut écarter cette évidence. Face à la procréation, les couples de femmes, dans les faits, ne sont pas exactement dans la même situation que les couples hétérosexuels. La vraisemblance biologique ne peut donc pas jouer et on ne peut leur appliquer purement et simplement des règles conçues pour des couples hétérosexuels. Un enfant, qui aura donc 2 mères sur son acte de naissance, saura nécessairement qu'elles ont eu recours à un don, puisque, hors adoption,
la loi ne prévoit la possibilité d'une double filiation maternelle que dans ce cas. Il nous faut donc construire quelque chose de nouveau à partir de cette situation de fait. Cinquième principe, la volonté de ne pas modifier la filiation, le droit de la filiation applicable aux couples hétérosexuels. Nous ouvrons de nouveaux droits, et c'est cela l'essentiel, sans retirer ni modifier quoi que ce soit aux autres couples. À partir de ces principes sur lesquels, me semble-t-il, nous pourrons nous accorder dès lors que l'on aura accepté d'ouvrir la PMA, nous avons proposé avec la rapporteure Coralie Dubost un dispositif qui nous semble adapté et protecteur. C'est celui qui a été adopté par la commission spéciale. Quelles sont donc ces propositions équilibrées que nous formulons ? Le projet de loi initial avait prévu de créer un nouveau titre dans le Code civil, un titre 7 bis, propre à la filiation pour les enfants nés de couples de femmes ayant eu recours à une AMP avec tiers donneur. Nous avions sans doute péché par souci excessif de symétrie en insérant un titre nouveau entre le titre 7 qui est consacré à la filiation charnelle et le titre 8 consacré à la filiation adoptive. Une demande est apparue clairement lors des auditions qui ont été conduites par la commission spéciale de corriger cette écriture. Nous l'avons entendue et nous avons donc repris l'écriture initiale. Et c'est le premier point de notre projet, le dispositif adopté par la commission complète désormais le titre 7 du livre 1er du Code civil relatif à la filiation. Au sein de ce titre 7, un nouveau chapitre 5 sera créé qui portera sur le recours à l'AMP avec tiers donneur, et ce pour tous les couples, sans distinction, qu'ils soient hétérosexuels ou composés de deux femmes. Ce n'est pas seulement une question de légistique. Nous savons que sur ces questions, l'emplacement des dispositions est toujours un enjeu symbolique essentiel, et nous y répondons ainsi. En second lieu, lors des auditions en commission, le débat s'est beaucoup focalisé sur ce que l'on avait créé initialement sous le terme de déclaration anticipée de volonté, la fameuse DAV, donc, que le projet de loi proposait initialement. À l'initiative du gouvernement et de la rapporteure, la DAV, la déclaration anticipée de volonté, a été supprimée. Lors des auditions, en effet, la création d'un nouvel objet juridique avait paru inutile et pouvant être interprétée comme opérant une distinction excessive entre les couples selon leur orientation sexuelle. Ce n'était évidemment pas la volonté du gouvernement, mais ces réactions devaient être entendues. Comme je l'ai évoqué tout à l'heure, il a donc été proposé de recourir à une notion juridique très connue en droit civil, la reconnaissance. Cette reconnaissance, donc, sera établie conjointement devant le notaire au moment même où il recueillera le consentement à l'AMP. Cette reconnaissance témoignera de ce que les deux mères s'engagent ensemble, mutuellement, sur la base d'une stricte égalité dans le projet parental. La reconnaissance, elle existe déjà dans notre Code civil, par exemple pour le père non marié qui peut lui aussi reconnaître son enfant par un acte authentique devant notaire. C'est donc une notion connue et commune que nous étendons aux couples de femmes ayant recours à la PMA. Lors de la naissance, l'une des deux mères ou les deux produira simplement cette reconnaissance avec le certificat d'accouchement, bien entendu, comme le fait aujourd'hui un père qui a reconnu de manière anticipée un enfant pour que, dès son établissement, l'acte de naissance mentionne la filiation à l'égard des deux mères. Rien de moins, rien de plus. En troisième lieu, l'acte de naissance portera simplement la mention selon laquelle l'enfant a été reconnu par ses deux mères. Aucune mention de la PMA, aucune notion juridique nouvelle n'apparaîtra.
une simple reconnaissance. Avec ce dispositif clair, raisonnable, équilibré, nous apportons donc une réponse en termes de sécurité, de simplicité, d'égalité. Cette évolution du texte a été saluée comme un progrès et de fait, je crois qu'il s'agit bien d'un progrès. Mais j'entends aussi des voix qui veulent aller plus loin encore vers ce que l'on appelle l'extension du droit commun, cette notion de droit commun étant d'ailleurs assez mal définie et peut-être d'une certaine manière trompeuse. Les uns souhaiteraient opérer des distinctions entre les couples de femmes selon leur statut marital, en créant une présomption de maternité pour les femmes mariées sans qu'elles aient à faire état du recours à une AMP. D'autres préféreraient que soit simplement présenté à l'officier d'état civil le consentement à la PMA effectué devant notaire pour établir une reconnaissance de maternité en mairie. On peut imaginer, c'est vrai, de très nombreuses solutions juridiques. Elles ont toutes leurs avantages et leurs inconvénients. Je peux comprendre ces positions qui sont fondées sur le souhait d'une indifférenciation forte. Je les respecte, quelles qu'elles soient. Mais je le redis ici devant vous, la position que nous avons retenue, notre proposition, n'entraîne ni inégalité ni discrimination. Elle tire simplement les conséquences d'une différence de situation liée à l'absence d'altérité sexuelle du couple en question. J'ajouterai que le droit de la filiation est un droit extrêmement subtil et complexe. Toute approximation, toute imprécision, toute généralisation dont la portée n'aurait pas été mesurée avec soin peut avoir des conséquences sur la situation concrète des familles. En la matière, je crois que nous devons tous faire preuve de modestie et de prudence. Il ne faut donc pas oublier l'essentiel. L'essentiel, c'est que ce texte ouvre la PMA aux femmes et leur permet d'établir un lien de filiation sécurisé avec l'enfant qui naîtra de ce projet. Les questions de technique juridique ont bien sûr leur noblesse, mais on peut se demander si l'on ne perd pas d'une certaine manière, dans des précisions juridiques excessives, si l'on ne perd pas le sens, alors que nous proposons un dispositif simple, sécurisant, réaliste et juridiquement solide. C'est cela qui, je crois, est fondateur. Et au fond, l'essentiel ne réside-t-il pas dans l'égalité absolue, je le redis à nouveau, l'égalité absolue entre tous les enfants, quel que soit leur mode de conception, quel que soit le mode d'établissement de leur filiation, qu'ils naissent au sein d'un couple hétérosexuel ou d'un couple lesbien. Ces enfants auront bien les mêmes droits et exactement les mêmes droits. Leurs parents auront aussi les mêmes droits et les mêmes devoirs, quelle que soit leur orientation sexuelle. Par ce texte, mesdames et messieurs les députés, nous permettons que deux femmes s'engagent mutuellement l'une envers l'autre dans le plus beau des projets communs, celui d'avoir un enfant ensemble, de le voir naître et de l'élever. La femme qui accouchera, bien entendu, sera mère de l'enfant. Celle qui n'accouchera pas sera tout autant mère de cet enfant. Et à bien des égards, c'est, je le crois, un progrès majeur pour notre société. C'est donc avec une certaine fierté et aussi une certaine émotion que nous porterons ce projet devant vous et avec vous. Je vous en remercie. Merci, Madame la Ministre. La parole est à Madame Frédérique Vidal, Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Ça viendra, ça viendra. Ne soyez pas impatients. Ne soyez pas impatients, mes chers collègues. La parole est à Madame Vidal et à elle seule. Monsieur le Président, Mesdames les ministres, Monsieur le ministre, Madame la Présidente de la Commission spéciale, Mesdames et Messieurs les rapporteurs, Mesdames et Messieurs les députés. Si nous sommes réunis aujourd'hui dans l'hémicycle, c'est parce que la France considère que la bioéthique n'est pas uniquement l'affaire d'une poignée d'experts ou de juristes,
mais qu'elle nous concerne tous. Et parce que nos choix en matière de bioéthique engagent non seulement l'avenir de chacun, mais le modèle de société que nous voulons bâtir et la conception de l'humanité que nous voulons défendre, notre pays a jugé essentiel de les soumettre aux représentants du peuple et de les préciser dans la loi. Et c'est cela aussi qui fait la singularité du modèle bioéthique français, par-delà l'équilibre qu'il propose entre dignité, liberté et solidarité. Le monde semble parfois débordé par les possibles. Ils émergent à la faveur des avancées de la science, mais également au gré de la démocratisation des techniques médicales, de la mondialisation des pratiques, de l'évolution des mentalités. Or, le possible n'est pas toujours aligné sur le souhaitable. La révision des lois de bioéthique est l'occasion de résoudre ce hiatus, d'ajuster dans le droit les propositions de la recherche aux aspirations de la société. C'est caricaturer la science que de l'imaginer sans conscience. Pour autant, la science n'est pas la sagesse et ne saurait à elle seule définir le progrès et fixer un cap à l'innovation. Le progrès surgit au carrefour des avancées scientifiques et d'un projet de société, et c'est dans un moment comme celui-ci que cette vision peut s'expliciter. Je sais que certains ont le sentiment que les révisions successives des lois de bioéthique consacrent une permissivité croissante, que nous sommes les jouets d'un emballement technologique incontrôlable et que les interdits d'aujourd'hui sont mécaniquement appelés à devenir les nouveaux droits de demain. Je crois que cette vision fataliste est erronée. Il n'y a rien d'inéluctable, il n'y a que des choix, faits collectivement dans un esprit de mesure et de discernement, sans témérité ni pression, mais à la lumière de connaissances nouvelles qui nous permettent aussi de mieux mesurer les conséquences de nos décisions et de lever les barrières que nous avions érigées par prudence ou par ignorance. Si nous voulons que ces choix soient les plus justes possibles, il faut qu'ils puissent s'adosser à des débats apaisés, respectueux des sensibilités, tout autant que des faits établis. C'est l'état d'esprit qui a prévalu durant les 18 derniers mois. Jamais une loi n'avait à ce point impliqué la société civile, ni mobilisé autant de parties prenantes et d'institutions. Et pourtant, tout ce travail préparatoire s'est déroulé dans un climat de sérénité remarquable, et je crois que l'équilibre du présent projet de loi en porte le sceau. Sur des sujets qui touchent aux ressorts les plus intimes d'une société humaine, la procréation, le développement de la vie, le patrimoine génétique, il est essentiel d'aller au fond des choses sans se fourvoyer dans une bataille de mots, sans agiter des concepts ou des images choquantes qui ne serviraient qu'à alimenter la machine à fantasmes et à court-circuiter tout raisonnement rationnel. Dire les choses telles qu'elles sont, oui. Les farder de nos peurs, non. Les questions que nous allons aborder sont complexes parce qu'elles se présentent invariablement comme des dilemmes. Je pense à la transmission de l'information génétique, je pense au statut de l'embryon. Je crois qu'il ne faut ni avoir peur de cette complexité, ni tenter de la réduire, mais simplement prendre le temps de penser toutes les implications de nos choix et d'en démêler les interactions sans prendre de raccourcis ou sans abuser des simplifications. Bien que la recherche soit ici un objet d'examen et non un appui à la décision, ne nous interdisons pas de nous inspirer des grands principes de la démarche scientifique, l'esprit critique, l'examen rationnel, le souci des faits et des preuves, pour mener les débats les plus constructifs et profonds possibles. Car ce projet de loi porte des avancées majeures. Il y a celles qui sont applicables dès maintenant, parce que les techniques médicales sont déjà disponibles et qu'il s'agit d'en faire bénéficier de nouveaux publics. Mais il y a aussi celles qui sont en germe dans la recherche et qui peuvent demain changer le destin de nombreux patients. L'encadrement de la recherche est un travail de funambule. Il ne s'agit ni de sacrifier nos valeurs fondamentales à une quête éperdue de savoir, ni de sacrifier l'espoir de développer des thérapies innovantes et de guérir des maladies aujourd'hui incurables à des préjugés, à des craintes infondées ou à des représentations périmées qui ne correspondent plus à l'état des connaissances. C'est pourquoi ce projet de loi défend le principe d'une science à la fois libre et responsable, en amont comme en aval, dans le cadre des activités de recherche, mais aussi dans l'usage de certaines disciplines comme les neurosciences,
de certaines technologies comme l'intelligence artificielle, de certains résultats comme les informations génétiques. En matière de recherche sur l'embryon, cet équilibre se traduit de la manière suivante. Le texte prévoit d'autoriser les chercheurs à conduire des recherches incluant l'édition du génome d'embryon qui ne font plus l'objet d'un projet parental et qui sont destinées à être détruits. Ces recherches apportent des connaissances essentielles à la compréhension du rôle de nos gènes dans les mécanismes de différenciation cellulaire qui sont à l'œuvre au cours du développement, mais aussi dans d'autres processus physiologiques ou pathologiques. Mais parallèlement, la loi introduit une limite de 14 jours à leur observation in vitro afin d'interrompre les travaux avant le début de l'organogénèse. Enfin, les interdits majeurs fondateurs de notre droit, comme des textes internationaux dont nous sommes signataires, sont réaffirmés. La création d'embryons à des fins de recherche est prohibée. La modification du patrimoine génétique transmissible à la descendance est prohibée. L'intégration de cellules animales dans un embryon humain est prohibée. Ce texte protège les aspects fondamentaux de notre cadre national en matière de bioéthique en respectant le caractère particulier de l'embryon, en faisant ainsi barrage à toute possibilité de clonage, de création de chimères à partir d'un embryon humain, de modification du patrimoine génétique d'un embryon destiné à être implanté, sans pour autant nous priver des innovations thérapeutiques que nous pourrions mettre au point si nous comprenions mieux les mécanismes du développement et de la différenciation cellulaire. S'il est un autre domaine scientifique qui peut nous conduire à une vraie révolution médicale, ce sont les cellules souches embryonnaires. Leur capacité à se transformer en de nombreux autres types de cellules du corps humain ouvre de grandes perspectives à la thérapie cellulaire ou à la médecine régénérative. À l'horizon des recherches sur les cellules souches embryonnaires, il y a l'espoir de traiter des pathologies comme la maladie de Parkinson, l'insuffisance cardiaque ou bien encore le diabète. Mais actuellement, le régime juridique auquel est soumise la recherche sur ces cellules pèse considérablement sur l'avancée des travaux des chercheurs, car il se confond avec celui qui encadre la recherche sur l'embryon, alors même qu'embryon et cellules souches embryonnaires ne relèvent plus du même questionnement éthique. Les cellules souches embryonnaires étudiées aujourd'hui dans les laboratoires français sont majoritairement issues de lignées dérivées il y a plus de 20 ans et ne résultent donc pas de la destruction d'un embryon. Par conséquent, ce qui interpelle aujourd'hui est moins l'origine de ces cellules que leur potentiel pluripotent. Et ce constat nous a conduit à proposer deux évolutions importantes. D'une part, un allègement du régime de la recherche sur les cellules souches embryonnaires qui ne seront plus soumises à autorisation, ce qui la dissocierait clairement de la recherche sur l'embryon, mais qui seraient néanmoins soumises à déclaration, car ces cellules ne sont pas des cellules comme les autres et leurs caractéristiques spécifiques doivent être prises en compte. Mais d'autre part, un encadrement des recherches sur d'autres cellules souches pluripotentes, les cellules induites, qui sont des cellules souches adultes reprogrammées, qui, sans se confondre avec les cellules souches embryonnaires, partagent la même capacité à donner naissance à tous les types de cellules de l'organisme. L'Agence de la biomédecine disposera ainsi d'un cadre rénové de dialogue garantissant tout à la fois la réalité du contrôle des dispositions que vous aurez décidées et la qualité des relations avec la communauté scientifique. La bioéthique est par nature un espace en tension parce qu'on y tranche des conflits de valeurs. Pour autant, il serait faux, je crois, de n'y voir qu'un terrain d'affrontement entre la science et la société. Elles s'y retrouvent moins pour mesurer leurs accords ou leurs désaccords que pour dialoguer autour de ce que l'une peut et de ce que l'autre veut. La science propose, mais c'est la société, à travers la représentation nationale, qui dispose. La recherche peut bien sûr laisser entrevoir à nos concitoyens des possibilités qui les interpellent, qui les effraient ou qui les choquent. Cependant, il ne faut jamais perdre de vue que si la société a le choix de son destin, c'est parce que la recherche le lui donne. Si elle a le choix de prendre un chemin plutôt qu'un autre, c'est parce que la recherche les a d'abord ouverts tous les deux. C'est la recherche qui nous permet de ne pas subir des phénomènes qui nous dépassent, qu'il s'agisse de maladies,
d'aléas climatiques ou de représentation sociale. C'est la recherche qui ouvre un champ des possibles que la société pourra ensuite baliser selon ses principes et son projet. C'est la recherche qui nous rend libres et responsables. Pensons au progrès de la génétique que je ne peux renoncer à évoquer dans cet hémicycle et mesurons le chemin parcouru entre la découverte de la double hélice d'ADN en 1953 et le premier projet de séquençage du génome humain lancé en 1990 et abouti en 2004 pour un coût total de plusieurs centaines de millions d'euros, et la possibilité actuelle de séquencer la totalité du génome d'une personne. L'évolution est vertigineuse. Les bénéfices en termes de connaissances, de diagnostic, de traitement peuvent être immenses. Le temps n'est pas si loin où une consultation de génétique débouchait sur la demande de la recherche d'un premier gène, une attente parfois de plusieurs mois, puis la demande d'un second gène, alors qu'il est maintenant souvent possible de proposer beaucoup plus rapidement un diagnostic précis et de mettre en œuvre des modalités de prise en charge adéquates et de proposer un conseil génétique. Le temps n'est pas si loin où la médecine habillait son intuition de facteurs prédisposant à certaines maladies de la notion de terrain favorable ou terrain défavorable, alors que nous comprenons mieux aujourd'hui la complexité des particularités génétiques ou épigénétiques modifiant la susceptibilité de développer telle ou telle pathologie. Le texte que nous vous proposons tient compte de ces avancées, mais maintient la primauté de ce que nous voulons sur ce qui est possible. Nous facilitons l'utilisation en recherche des données génétiques prélevées dans un contexte de soins, permettant ainsi à chacun de donner son accord, s'il le souhaite, pour contribuer à l'avancée des connaissances. Nous adaptons les modalités de transmission des informations dans différentes situations particulières, mais nous fixons aussi des limites. Des techniques ne valent que par le but qu'elles servent. Si le séquençage du génome est un formidable outil scientifique et médical, nous redisons aussi que son utilisation hors de ces situations est une fausse liberté et un risque réel. Et nous vous proposons de maintenir l'interdiction actuelle, qui représente une réelle protection contre une utilisation inadaptée de résultats obtenus dans des conditions incertaines et d'une validité douteuse. La révision des lois de bioéthique est l'occasion pour notre pays de réaffirmer les valeurs auxquelles il est le plus attaché. N'oublions pas que l'aspiration à la connaissance en fait elle aussi partie, qu'elle est non seulement le substrat de notre culture européenne, mais qu'elle participe elle aussi à notre dignité d'hommes et de femmes. On est humain parce qu'on est doué de libre arbitre et d'un corps qui n'est jamais réductible à une chose, mais aussi parce que l'on cherche à savoir, parce qu'on ne se résout pas à ne pas comprendre notre condition et notre environnement. Veillons aussi à ne pas brider cet élan-là. Au-delà d'être une caractéristique anthropologique, la science est aujourd'hui plus que jamais une solution pour relever les défis immenses qui sont devant nous, qu'ils soient sanitaires, environnementaux, alimentaires ou numériques. C'est parce que la science porte la démarche critique et les innovations qui nous permettront d'envisager l'avenir avec lucidité que je suis sûre que vous saurez, dans ce texte, lui accorder la place, la liberté et la responsabilité qu'elle mérite. Je vous remercie. Merci, Madame la Ministre. La parole est à Monsieur Jean-Louis Touraine, rapporteur de la Commission spéciale pour 10 minutes. Monsieur le Président, Mesdames les ministres, Madame la Présidente de la Commission spéciale, Mesdames et Messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, nous avons tous conscience ici de l'importance du travail parlementaire sur les sujets de bioéthique. La France est à cet égard un pays singulier qui légifère régulièrement sur l'ensemble des préoccupations en bioéthique de notre société. Nous savons aussi que les questions traitées aujourd'hui ne nous distinguent pas entre avocats du bien et ceux du mal. Chacun d'entre nous se présente ici avec sa vision du bien. Nous nous respecterons donc les uns les autres dans nos diversités. Comme l'indiquait Condorcet, la vérité appartient à ceux qui la recherchent et non point à ceux qui prétendent la détenir. La bioéthique est la science du doute, du questionnement, de l'humilité aussi. Permettez-moi, en premier lieu, de remercier nos 3 ministres
qui ont non seulement rédigé un texte dont nous serons tous fiers, mais encore effectué un important travail de dialogue et de préparation collégiale des corrections du projet initial. Chacun, représentant de la majorité ou de l'opposition, a été écouté. La diversité des opinions au sein de chaque groupe politique a été entendue et a permis d'enrichir le texte. Nous allons tous ensemble continuer sereinement à préciser quelques options. Nous savons que la bioéthique à la française accompagne le progrès avec prudence, raison et rigueur. Près de 2 ans de préparation, des centaines d'heures d'audition de personnes concernées, de professionnels, de courants de pensée, d'associations, nous amènent à une bonne maîtrise de l'ensemble des sujets contenus dans le projet de loi. Aucune révolution ne sera introduite, mais des évolutions significatives seront consacrées. L'expérience mondiale et celle développée dans notre pays nous permettent d'avancer sans témérité, sans risque, avec prudence et avec un encadrement évitant toute dérive. De fait, comme souvent dans les questions sociétales, l'évolution des mœurs a précédé l'évolution législative. Évidemment, notre fonction n'est pas d'entériner toute modification des modes de vie ou de procréation, mais nous devons nous interroger sur les questions qui assaillent la société contemporaine. La procréation, les diverses façons de faire famille aujourd'hui sont en question. Nous avons reçu à l'Assemblée nationale et interrogé nombre de parents, de femmes seules, d'enfants nés de dons et qui sont maintenant devenus des adultes. Ma première pensée va vers toutes ces personnes dont le parcours n'a pas toujours été simplifié, qui n'ont pas toujours rencontré le regard bienveillant qu'elles attendaient de la société contemporaine, mais qui ont su surmonter les obstacles et dont le modèle nous inspire. Écoutons l'écrivaine Maggie Nelson qui s'adresse à son enfant né après une PMA. « Je veux que tu saches, tu as été considéré comme possible, jamais comme certain, mais toujours comme possible, non pas à un moment particulier, mais pendant plusieurs mois, même plusieurs années d'essai, d'attente, d'appel, quand, à travers un amour parfois sûr de lui, parfois fragilisé par la perplexité et le changement, mais toujours engagé à se comprendre plus profondément, 2 êtres humains ont voulu profondément, obstinément, farouchement que tu sois. Avançons sans crainte superflue pour l'intérêt supérieur de ces enfants. Oui, il est légitime de se poser la question du développement d'un enfant sans père. Mais non, nous ne pouvons pas prétendre que nous progressons en terrain inconnu. Des études nombreuses existent. Des témoignages multiples de familles concernées enrichissent notre expérience. Tous plaident pour les avancées proposées dans le texte, tout en développant les conditions d'une évaluation rigoureuse pour adapter dans le futur nos règles, afin que l'épanouissement des enfants d'abord, et de leur famille aussi, progresse toujours davantage. Aucun texte ne pourra jamais assurer la perfection de toutes les familles dans notre pays. La poursuite des études est donc une nécessité et plusieurs amendements en commission ont pu apporter à cet égard des garanties. Comme l'a d'ailleurs rappelé Madame la ministre de la Santé et des Solidarités, le travail en commission spéciale, sous l'autorité de sa présidente, a quelque peu enrichi le texte. Mais il reste encore des interrogations et nous en débattrons ici. L'usage des embryons, fruit d'un projet parental, et ce terme de projet parental qu'on retrouvait dans le texte de la loi de 1994, mérite d'être retrouvé. L'usage de ces embryons, donc, lorsque le père décède, doit être précisé. Des opinions divergentes ont été exprimées. Les uns craignent que l'implantation chez la mère, devenue veuve, prive l'enfant des chances d'épanouissement. D'autres, auxquels j'appartiens, ont confiance dans la capacité qu'aura la mère, après la phase de deuil, d'effectuer un choix responsable. Enfin, sortis d'une société patriarcale, continuons à reconnaître aux femmes la légitimité, le droit au choix optimal pour leur enfant
et pour elles-mêmes. Sachons aussi que l'enfant, différent en cela de l'adulte, s'adapte parfaitement, très positivement, aux conditions offertes dans ses premiers mois de vie. Il considère cet environnement initial comme la situation normale de référence. Il s'y développe positivement, sans inquiétude ni regret. Sinon, devrions-nous accepter que cette femme recourt à un don extérieur et anonyme de gamètes plutôt qu'à l'embryon produit avec son mari dans leur projet parental commun? Devrait-elle souhaiter que cet embryon soit accueilli dans une autre famille et que 18 ans plus tard, ils viennent la voir? L'autoconservation des gamètes représente un projet bénéfique, un progrès bénéfique. L'horloge biologique des femmes est sévère et leur permettre de procréer lorsqu'elles ont construit un couple stable, même si cela survient quelques années après l'âge idéal de la fécondité, est une avancée indiscutable. Par ailleurs, je veux saluer l'avancée également très positive d'un accès aux origines pour les enfants nés d'un don. Merci à Madame la garde des Sceaux et à Madame Coralie Dubos d'avoir peaufiné le mode de filiation dans tous les cas de don, sans effrayer les couples hétérosexuels. Réjouissons-nous aussi de tous les progrès pragmatiques introduits dans le domaine des transplantations, de la recherche sur les cellules souches embryonnaires et sur les embryons, dans le domaine de l'intelligence artificielle. Pour la génétique, nous travaillerons ensemble sur la question importante de la recherche, au moins occasionnelle, des anomalies chromosomiques responsables de tant d'échecs lors des fécondations in vitro pratiquées dans notre pays. L'ensemble des professionnels concernés nous y appellent. Enfin, des modifications en cours du texte apporteront aux personnes intersexes et aux transsexuels des espoirs pour que reculent les discriminations pesant encore trop souvent dans notre société contre ces personnes qui se sentent aujourd'hui encore marginalisées. Oui, je sais que chacune de ces évolutions soulèvera des interrogations légitimes. Il importe que nous en parlions sans tabou, avec respect et sérénité, et que le texte final, fruit du travail collectif, représente un compromis acceptable pour l'immense majorité d'entre nous, mais aussi pour la plupart des Français d'aujourd'hui. Merci. Merci, monsieur le rapporteur.